seconde journée de colloque. D'abord, je suis content de voir qu'il y a encore un petit peu de monde, parce qu'en général, les secondes journées, surtout après, enfin, pour ceux qui ont assisté au concert d'hier soir, je trouverais assez acceptable qu'ils se reposent un petit peu. En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience, quasiment première expérience de ce genre de concert, hein, de Harsh Noise. Et je, ça m'a donné envie d'y retourner. Donc, c'est ce dont il va être question ce matin. Alors, je vous annonce quand même une petite modification du programme. Enfin, ceux qui étaient là hier ont vu que nous avions eu un problème avec une de nos performances. Donc, elle est reprogrammée ce matin à 12h30. Sachant que comme la reprise est à 14h30, ça nous laissera de toute façon largement le temps de tenir notre programme. Une deuxième chose, là, c'est vraiment pratique. Pour tous ceux à qui nous avons pris des transports, j'ai reçu ce matin un mot de notre transporteur qui annonce une grève nationale. Mais j'ai appris également que hier, tous les gens qui devaient prendre des trains n'avaient pas été inquiétés outre mesure. Enfin bon, pour ceux qui sont concernés, vous pouvez quand même prendre peut-être vos précautions, prendre un petit peu d'avance, disons. Voilà. Eh bien, je vais donner donc la parole à François Bonnet, qui est membre de l'INA-GRM et qui est également l'un de éminents membres de l'équipe que je dirige, voilà, à l'Institut ACT. Merci Gérard, merci à vous d'être là ce matin de quasiment bonne heure. Donc on va entamer la discussion autour de l'expérience du bruit et on va se baser sur les concerts d'hier. Donc j'espère que nombre d'entre vous étaient là hier. On a deux invités manquants pour l'instant, mais ils ne vont pas tarder à nous rejoindre. Donc je vais commencer par présenter rapidement les invités présents. Je vous invite à vous référer au programme si vous voulez plus de détails. Moi, je vais faire une présentation rapide. Il y a des bios un peu plus complètes. Donc, on a Vivian Grezzini qui se produit en concert sous le nom de Écoute la merde et qui est infirmier en hôpital psychiatrique auprès de patients présentant des déficiences mentales profondes. Il y organise des concerts et des ateliers bruitistes donc avec ses patients dans cette unité. Ensuite, nous avons Romain Perrault, qui est bien connu de la scène musique bruitiste depuis plus de 15 ans et qui se produit souvent sous le nom de Vomir, qui est un projet Harsh Noise Wall, si je ne me trompe pas. Et enfin, Paul Egarty, avec qui Romain a joué hier sous le nom de Magino. Et Paul enseigne la philosophie et la culture visuelle. Alors, je n'ai pas trouvé la traduction française de visual culture. Ça n'existe pas encore ici. À l'University College Cork, en Irlande. Il a publié en 2007 le livre Noise Music chez Continuum. Donc, la table ronde a un sujet très vague, l'expérience du bruit. On pourrait peut-être affiner cette proposition étant donné le profil de nos invités. Alors, on pourrait la formuler ainsi. Et j'en profite pour accueillir Jean-François Pichard, qui est programmateur aux Instants Chavirés, qui a eu la gentillesse d'accueillir ce concert dans ses emprises. Merci Jean-François. Et donc, c'est bien, t'as rien loupé. Donc, le sujet, c'est l'expérience du bruit. Et peut-être qu'en fonction de nos invités du concert d'hier, on pourrait reformuler la question de la manière suivante. Et c'est la question finalement que je vous pose à tous. Comment et en quoi l'expérience du bruit a déterminé ou peut déterminer votre pratique artistique ou pour le formuler autrement, quel est le périmètre que vous accordez dans votre pratique artistique à l'expérience du bruit? Vous pouvez tous répondre en même temps. En ce qui me concerne, j'ai pas forcément envie de parler de ma pratique ou quoi, je suis là plutôt pour parler de ce que je fais avec les patients quoi. Ce que ça, je suis parti de l'effet que ça fait sur moi les concerts, le bruit, le son violent, et me dire que ce que je ressentais, l'autre en face peut-être qu'il ressentait la même chose et on essaye quoi, il va falloir y aller. Voilà. Est-ce que le micro marche pour Vivian? C'est pas grave, je peux parler fort, y a pas de souci. Okay.
Ouais, d'accord. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les interviews que tu as données dans l'IB, dans Vice. Et il y a quelque chose qui a retiré mon attention et m'a paru vraiment pertinent. Et peut-être que tu peux développer ça. Il y a un journaliste qui te dit ce qu'on appelle ça de la musicothérapie. Et tu as une réponse assez claire par rapport à ça. Je l'ai un peu envoyé chier, j'avoue. Je trouve que c'est pas forcément cool l'aspect formateur de la musicothérapie, tout ça, les approches qui sont formatées, institutionnalisées. Et donc je dis que voilà, surtout pas, ça, je me revendique surtout pas de ces courants-là. Plus de quelque chose d'autodidacte et d'authentique, plutôt que rentrer dans des théories et des schémas, des cahiers des charges. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, je sais pas si c'était dans la même interview, où les patients avec qui tu travailles sont vraiment des patients qui ont un lourd handicap. Ouais. Et il y a un moment où tu dis on les prépare à leur sortie. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est quasiment symbolique? Est-ce qu'il y a des gens qui ont parce que pour les gens qui ont pas trop vu, c'est des gens qui ont, on va dire, un âge mental entre 6 mois et 3 ans à peu près. À peu près, ouais. Et donc, quand tu dis on les prépare à leur sortie, comment t'envisages ça? Parce que est-ce qu'on laisse des enfants de 3 ans sortir dans la rue tout seuls? Enfin, voilà. Déjà, à la sortie, ce qui est important, c'est que la sortie, il faut qu'elle soit dans notre tête qui travaillons, qu'on ait toujours en tête l'idée que plus tard, le but, c'est pas qu'ils restent à l'hôpital, c'est qu'on les mette ailleurs. Donc déjà, c'est un exercice mental de se dire, voilà, on fait pas les choses basiquement, tous les jours on fait ça comme ça. L'idée, c'est toujours de se dire, on fait les choses pour les préparer à la sortie. C'est un exercice mental. Et après, non, on les met pas dans la rue. L'idée, c'est de les placer dans des foyers. Ils sont dépendants de tout, donc on peut pas les laisser à leur sort. Voilà. On travaille sur la sortie, c'est-à-dire à ce qu'ils aient un comportement qui soit adaptable et adéquat avec les exigences d'une structure médico-sociale plus ouverte que l'hôpital. D'accord. Voilà. Et donc, ce que tu as dit au début, c'est par ta propre expérience du bruit que tu as été amené à essayer de la proposer et de la développer chez tes patients. Ce qui s'est passé, en fait, c'est quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait absolument rien en fait, à l'hôpital. C'était un peu un mouroir. On les lavait le matin, mangeait le midi, essuyait les fesses l'après-midi, et puis voilà, quoi. En gros, il n'y avait rien. Du coup, je me suis dit, je vais partir de ce que j'aime bien et ce qui me parle le plus, et c'était le bruit. Et je me suis dit, voilà, tout ce que moi je vis quand j'écoute du son, peut-être que l'autre en face qui n'a pas toutes ses capacités ou quoi, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe chez lui. Donc voilà, c'était une grosse friche en gros qu'il fallait travailler. On partait de zéro, il fallait tout bâtir et c'était assez propice à faire des concerts noise, des trucs comme ça. Du fait de l'inactivité totale. D'accord. Voilà. On vient d'accueillir Pali Meursault, qui est artiste sonore, compositeur électroacoustique et ingénieur du son, qui a ouvert le concert d'hier. Donc je vais essayer de continuer sur cette idée, peut-être que Paul ou Romain, est-ce qu'il y a quelque chose dans le bruit, dans l'utilisation du bruit intense, de prélangagier, parce que je ne sais pas, peut-être que Vivian pourra me contredire, mais j'ai l'impression que du coup, ça peut être, face à des patients aussi lourdement atteints, quelque chose qui est de l'ordre du prélangage peut avoir un aspect immédiat. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans votre approche artistique, est en jeu ou pas du tout? Oui, moi ça me parle complètement cette idée de prélangage, parce que mon expérience bruitiste, quand j'ai découvert la musique bruitiste, elle a réveillé en moi une part très dans les tripes en fait. Ça n'a pas été du tout une méthode de pensée analytique sur cette pensée, comme d'autres musiques par exemple. Moi je l'ai vraiment ressenti dans mon fondement, dans l'être. Alors est-ce que ça c'est le prélangage? Est-ce que ça c'est l'animal? C'est encore d'autres discussions, mais en tout cas pour mon expérience personnelle, ça a vraiment été quelque chose que j'ai revécu d'une manière très primitive. Je ne sais pas si le mot convient, mais il y a eu cette sensation-là. Et c'est pour moi, ça, c'était très intéressant de pouvoir ressentir dans l'écoute de la musique bruitiste, qu'elle soit à la maison ou qu'elle soit en concert, mais quelque chose qui fait du bien. Peut-être qu'hier, il n'y avait pas cette notion de bonheur et d'intensité et de bien-être qu'on peut associer à la musique Arch Noise. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite... c'était ces sensations-là, moi, qui m'ont plu. C'est-à-dire que quand j'écoute cette musique qui peut paraître tout à fait violente, personnellement, elle me fait beaucoup de bien. Je suis dans un état, en fait, qui me détache de beaucoup de choses, qui me détache de mon environnement, qui me détache du lien social, qui me détache d'une conception, d'un apprentissage
d'une vie en groupe, d'un apprentissage aussi de vie sociale, un apprentissage de beaucoup de choses. Et la musique bruitiste, elle permet, je trouve, de se détacher de tout ça, de retrouver un côté, alors peut-être chaotique, mais aussi une partie de soi totalement libre. Voilà. Et alors moi, je vais pouvoir aussi peut-être parler de mon expérience dans la relaxation, puisque finalement ce bruit dans le bien-être, puisqu'elle touche au corps en premier, il y a une partie de relaxation qui se passe, en tout cas en mon être. Et dans toutes les thérapies, que ce soit de la relaxation ou de la sophrologie ou ce genre de choses, on sait très bien que c'est en relâchant la corporalité, ou l'être en tout cas, qu'on peut avoir un accès à des pensées beaucoup plus vastes. D'accord ? Et le bruit, sur moi, il a eu cette expérience, en fait, ce ressenti, c'est-à-dire un relâchement de corporalité. Alors bien sûr, en concert, hein, c'est peut-être beaucoup plus fort quand on a des vibrations, un environnement où on ressent le bruit dans son être. Je ne vais pas parler forcément de phénoménologie, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et si le corps est transporté par cette musique, alors ensuite, bien sûr, des gens qui vont écouter un concert de pop vont pouvoir vivre la même chose, on est d'accord. Mais puisque là, on est dans du harsh noise et qu'il ne va pas y avoir une direction pop, il ne va pas y avoir un refrain, il ne va pas y avoir des choses, mais justement une désorganisation du son, donc l'esprit va pouvoir, une fois que le corps est relâché, à la fois soit partir dans le son, mais également libérer complètement ses pensées. Et là-dessus, je trouve que le cheminement est extrêmement important. Alors peut-être, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un enfant, et heureusement pour moi, je suis quelqu'un de normalement constitué, mais peut-être que pour les patients justement aussi de Vivian, il peut se passer ce côté aussi là où, quand on est dans ce détachement, cette espèce de bien-être qu'on peut vivre dans le bruit. Petite parenthèse, le bruit des vagues, le bruit du vent, on est d'accord, hein, ce sont des ondes bruitistes, du bruit blanc. On sait que c'est générateur, simplement d'une manière scientifique, je trouve pas mes mots, mais un côté agréable pour le cerveau. Excusez-moi, j'emploie des mots très simples, et voilà ce que c'est exactement. Hein. Donc, si cette expérience-là, elle peut amener, simplement à avoir une partie de notre être qui s'évade un petit peu. Je pense que c'était mon expérience que je vis beaucoup. Paul ? Je vais plutôt rockstar, tu vois. Donc ça marche, je commence à me promener, tout. Ça fait un peu Apple Keynote. Mais en fait, si j'avais à vous offrir un petit discours, j'aurais parlé de l'impossibilité d'une expérience quelconque, la perte même de la possibilité de l'expérience. Mais ça serait peut-être pour plus tard, donc je commencerai de façon plus directe. Et pour moi, au début, c'était, comme vous avez dit, c'était une expérience de... C'était la rencontre de quelque chose inattendu, bizarre, mais pour moi, c'était dès le début quelque chose d'analytique. Je m'excuse. Donc, j'ai vu les titres de White House, genre « Je vous encule » et je vous encule, pardon. Je vous encule. C'est bien, ça passe. Et je jouis. Ouais. Ok, j'ai pas fini. Et en fait, il faut que quelqu'un traduise les paroles. Ça mérite. Et ainsi que les trucs de Merzbow. Et je me suis dit, mais c'est possible ça? Comme a dit le présentateur anglais Andy Kershaw des Talking Heads. What the fucking hell is that? Donc je me suis dit, mais putain, c'est quoi? Mais c'était toujours une question analytique. C'est quoi ça, au juste? Donc pour moi, l'expérience du bruit, c'est de maintenir la possibilité de la question. Ça a l'air un peu philosophie simpliste, mais laisser la question ouverte, ça me dit quelque chose toujours. Et comme auditeur, comme quelqu'un dans le public, moi, je me jouis très bien chez les Swans ou Porcupine Tree ou des trucs de rock. Mais quand même, il y a quelque chose d'autre qui se produit lors d'un concert de bruit, surtout dans un concert, peut-être chez vous quand vous écoutez un disque,
Mais il y a quelque chose, et c'est la possibilité que c'est absurde, que ça n'existerait pas, qu'à un moment donné, ça va tout s'effondrer. Alors là, ça ne se passe pas, surtout si on paye 50, 60 euros pour un concert, on ne veut pas que ça se passe. Mais lors d'un concert bruit, très bien. Donc, on espère, je ne sais pas si on espère que ça échoue, mais quand même, il y a toujours cette possibilité parce qu'on joue avec. Et c'est ça que j'aime maintenir. Et pour moi, en tant que philosophe qui travaille comme écrivain tous les jours, largement, au début, quand je commençais à jouer des concerts, je me suis dit, non, non, je joue un concert, c'est tout. Mais maintenant que j'y réfléchis au fil des années, parce que moi, j'ai déçu plusieurs personnes, I have nothing to say. Donc, alors là, j'ai nothing to say, mais c'est en utilisant beaucoup de mots. Alors là, je termine. Merci. Pali qui vient de nous rejoindre. Donc la question de base, qui était la question introductive, c'est comment et en quoi l'expérience du bruit détermine ta pratique artistique. Lors du concert d'hier, tu as visité un panel assez large de ce que peut représenter le bruit, du bruissement jusqu'au dernier sweep de fin qui nous a bien fait plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu en es venu à choisir le bruit comme matériau plutôt que, c'est une question à la con, hein, mais finalement c'est une question qu'on peut tous se poser en soi, pourquoi aller chercher le bruit et quel est le domaine que tu circonscris à travers cette définition plutôt que les sons tonals, instrumentaux, classiques. Déjà, pour commencer, il faut que je dise que, contrairement à mes collègues ici présents, c'était la première fois hier qu'on me disait que je faisais de la musique noise, parce que je viens pas de ce côté-là, même si c'est une musique que j'écoute et que j'apprécie quand j'ai l'occasion. Moi, je viens plutôt du côté électroacoustique et de la pratique du field recording, c'est-à-dire de travailler avec des enregistrements de sons puisés dans le réel. Du coup, mon rapport au bruit, il est plutôt de ce côté-là. Et du coup, il est lié avec des histoires de sons de l'environnement, de paysages sonores, de choses comme ça. Et du coup, pour moi, le bruit, c'est une problématique qui renvoie forcément très vite à des histoires culturelles et sociales, c'est-à-dire quelle appréciation, quelle signification peut avoir un son dans le réel et comment cette chose qui peut être du bruit peut se transformer en son si on se met à l'écouter d'une autre manière, par exemple. Et du coup, moi, mon travail, il est beaucoup lié à cette histoire de décontextualisation. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans ce truc un peu de field recording, etc., qui s'intéressent, qui sont très liés à des pratiques d'audionaturalisme, par exemple, qui sont très liées à l'enregistrement d'insectes, d'oiseaux, etc. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Et c'est vrai que tout en ayant cette pratique de prise de son, dès le début, je me suis intéressé plutôt par esprit de contradiction à des choses qui n'étaient pas vraiment nobles, comme des souffleries, des climatiseurs, des usines et des choses comme ça. Et du coup, avec cette pratique de prise de son, je me suis dirigé vers des choses qui étaient très liées aussi à la musique industrielle ou à la noise, c'est-à-dire il y a par exemple un phénomène qui inquiète beaucoup tous les gens de l'acoustique écologique qui se préoccupent de l'environnement sonore, etc., c'est de dire qu'il y a un niveau de bruit de fond qui augmente et qui est du bruit blanc parce qu'il est produit par le trafic automobile, par les climatiseurs, etc. Et que c'est toujours du bruit où il y a toutes les fréquences dedans et donc qui ne fait que relever le niveau de bruit de fond. Donc il y a moins de signifiants qui apparaissent, il y a moins de signes, il y a moins de choses qui font relief. Tout bêtement, on entend moins des oiseaux par exemple parce que le bruit de l'activité humaine est plus présent et que c'est un bruit blanc. Mais moi je me suis aussi beaucoup intéressé à enregistrer ces bruits-là, c'est-à-dire y compris des bruits qui n'étaient pas nobles, mais à essayer de me dire tout est digne d'intérêt à condition de trouver la bonne manière de l'enregistrer ou le bon endroit où mettre le micro. Et voilà, il y a quelque chose à mettre en jeu à cet endroit-là. Et moi, dans les premiers trucs que j'ai tenté, c'était effectivement des souffleries, des sons très purs, avec des fois un peu d'harmonique, mais surtout du bruit blanc, et de commencer à déplacer un micro devant, et du coup à être dans une sorte d'improvisation, d'écriture
avec ce déplacement-là. Donc c'était toujours le corps mis en jeu, c'est-à-dire à la fois en écoute mais aussi en geste, dans un environnement sonore pour essayer d'en déplacer la perception, quoi. Donc il me semble que présenté comme ça, voilà, ça fait un lien aussi avec des pratiques qui peuvent être dans la noise, la harsh noise et ce genre de trucs, et ce qui a été dit sur le bonheur, sur qu'est-ce qu'on trouve dans le corps et sur tout ça, quoi. D'accord. C'est une façon un peu de contrecarrer la notion de lofi de Murray Schafer, qui tous les sons lofi sont disqualifiés. Et, sont Pour moi, la notion de lofi et de hi-fi chez Murray Schafer, c'est une connerie monumentale. On est d'accord. Murray Schafer est quelqu'un de très intéressant dans sa pédagogie, dans sa recherche. Par contre, il fait à plein de moments passer ses valeurs personnelles très subjectives pour de l'objectivité scientifique. Il se trompe, c'est pas grave, son livre est bien quand même. Mais de dire que les sons industriels sont lofi, les sons de la nature sont hi-fi, fidélité à quoi? S'il n'y a aucun modèle qui marche dans tout ça, quoi. Je voudrais revenir au concert et poser une question à 10 francs 50 à Jean-François. Face à ces musiques bruitistes qui résistent finalement soit à une conceptualisation claire, soit même à une forme claire, comment toi, en tant que programmateur, tu arrives à déterminer quel artiste va être pertinent, quel autre l'est pas, et, ça c'est la question tiroir, est-ce que tu as rencontré des contraintes spécifiques liées à la diffusion de ces musiques? Alors d'abord, là, pour le choix des artistes, tout ça, c'est... pour moi, cette musique bruitiste, là, on parle beaucoup de... Là, il y a Vivian, Romain, qui représentent aussi des genres, même si ça peut vous déplaire, ou même des niches, même si c'est peut-être un peu péjoratif, des niches, mais... donc là, on parlait vraiment du bruit... toi, tu parlais d'électroacoustique aussi. Dans l'électroacoustique, son concret, c'est plus bruitiste, même dans l'improvisation acoustique aussi. Quand Sophie Agnel joue dans l'intérieur de son piano, alors après il y a tous ces problèmes de volume et tout ça, quoi. Mais donc là, on parlait spécifiquement du bruit électronique. Il y a aussi tous les aspects du bruit dans le rock, par exemple. Le rock bruitiste qui peut être assez extrême. Donc moi, mes choix, comment ils se font, c'est le résultat d'une communauté. Je creuse à droite à gauche de réseaux, pourquoi lui, pourquoi elle. Je n'ai pas de réponse précise, si ce n'est que c'est une émotion, une pertinence ou une personnalité aussi, quoi. Quand le set de Vivian hier, on peut se dire qu'un autre aurait pu le faire, mais il y avait une présence, une personnalité que j'ai pour ma part ressentie. Donc voilà, après pour tout ce qui est du cadre, des conditions, tu parlais des conditions techniques du bruit dans une salle de concert comme la nôtre, qui sont normalement régies par des lois, j'ai envie de dire qu'on n'a pas de limiteur, donc sans s'en foutre parce qu'on reste conscient de ça, on propose des bouchons gratuitement à l'entrée, quoi, mais... donc le cadre légal de diffuser cette musique, normalement c'est quoi? C'est 105 dB? Je sais même pas, tu vois. C'était un peu irresponsable, mais je considère que le spectateur aussi est responsable, autant que nous, et donc il y a des bouchons à l'entrée, tu peux entrer et sortir comme tu le souhaites, les plus gênés s'en vont, quoi. Oui, parce que moi j'ai eu des expériences compliquées, notamment avec Karkovsky, où en le programmant, on a des gens qui sont assis comme ça, donc les accès aussi sont compliqués, et on est arrivé à quelque chose où le maximum qu'on pouvait lui offrir n'était pas le minimum qu'il était content d'avoir. Donc il n'était pas content et nous on n'était pas contents. À la fin on est partis bons copains, mais on est arrivé à une limite en fait où ce qu'on pouvait lui offrir, lui proposer, lui convenait pas tout simplement. Est-ce que c'est quelque chose, moi je l'ai vu aux instants, ça s'est très bien passé, est-ce que toi tu as eu des moments où l'exigence, on va dire, d'intensité ou d'un artiste, ça te fait bloquer, quoi? J'ai envie de dire qu'il faut rester raisonnable. Après tout ça, c'est des choses qui sont... Pour Karkovsky, là tu cites un exemple, c'est un extrême. Et là, pour le coup, là, toi tu parlais de bien-être, peut-être que pour Karkovsky, il parlait d'amour même, mais il y a quand même une agression
tout à fait assumé. Je pense que ce mec était agressif tout simplement, quoi. Mais c'est un bon côté, hein, c'est peut-être plus normal d'être agressif dans cette société que pas l'être. Mais donc Tarkovsky, encore que j'ai l'impression que c'est pas si douloureux que ça. Là, je parle d'un terme qui revient souvent aussi dans la musique bruitiste. Je sais pas, après, c'est sur le volume. En tant qu'organisateur, voilà, il a cramé les sonos aux instants. Il a cramé la sono aux instants. Bon, voilà. Après, c'est peut-être un truc aussi. Il y avait un côté chez Karkowski aussi de faire chier. Bien sûr, De mais faire chier, de toute façon, quoi. Je vais te faire chier, quoi. Tu me sais pas assez fort, je vais te faire péter ton truc. Je vais te faire. Hein, il y avait ça aussi. Ouais. Et là, après, d'où découle aussi le côté, tout simplement, le côté punk aussi de la noise. C'est que ça fait chier la majorité des gens. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a très peu de monde qui prend du plaisir à écouter ça, quoi. Enfin, ça fait chier, quoi. Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on a eu hier quand même pas mal de tentatives de positiver le bruit, alors que c'est quand même, moi personnellement, pour moi, une force négative aussi, mais dans le sens positif, c'est un peu con de le dire, mais dans un sens moteur. En revanche, bon, j'ai un coming out à faire. Hier, j'ai écouté votre concert, je suis très content d'écouter les concerts de Noise, mais je me suis mis des bouchons parce que j'ai peur pour mes oreilles, j'ai peur d'avoir des acouphènes, je suis terrorisé par l'idée d'avoir des acouphènes, et c'est mon outil de travail. Et donc, je me dis, mais finalement, je me refuse à l'expérience. Je me refuse à ce que vous proposez vraiment. Et j'ai un peu regardé les oreilles des gens. La moitié était équipée de bouchons. Comment vous, en tant que musicien noise, vous vivez ce rapport où l'intensité nécessaire pour votre musique devient un moment, un obstacle, une sorte d'obstacle face au public. Paul ? C'est intéressant. Le bouchon d'oreille, moi, je réfléchis beaucoup à l'heure actuelle. C'est intéressant parce que il y a quelques années, les gens se seraient dit je peux pas faire ça parce que là, j'ai l'air un peu faible. Mais maintenant, ça fait partie de l'expérience concert. Moi, je suis venu équipé, je suis prêt. Ah ouais, ça va donner, donc je mets les bouchons. Mais nous, c'est évident, tout ce qu'on fait, on ne fait pas de soundcheck comme les groupes de rock. Tout ce qu'on fait, c'est de trouver le bon niveau de volume, en fait. Okay? C'est l'essentiel. Et on sait très, très bien, c'est le maximum et pas plus. Karkowski, c'est différent. C'est la seule personne que j'ai vu faire exploser des systèmes. Pour faire chier, comme tu dis. Mais c'est un peu, en tant que performeur, c'est un peu ennuyeux de voir cela parce qu'on a fait tous ces efforts pour faire exactement le bon niveau, pour ne jouer qu'un certain nombre de minutes, pour que ça ne soit pas trop damaging au long terme. C'est pas comme The Swans où ils jouent 2-3 heures. C'est beaucoup plus fort. Alors là, il y a plein de gens avec bouchons d'oreille. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu décevant que le public mette des bouchons d'oreille parce que ça, faut nous faire confiance. Je vais laisser parler les autres. Par contre, on joue avec cette question de confiance. Ouais, je vais laisser parler les autres. Il y a quand même quelque chose qui est assez étonnant dans le genre de musique. Moi, pour être des deux côtés de l'interface, c'est que quand on joue sa propre musique, on va beaucoup plus fort. Moi, quand je joue ma musique, je vais fort, les gens trouvent ça trop fort. Quand j'écoute la musique d'un autre, je trouve ça trop fort très vite. Parce je sais pas, soit c'est une espèce de complaisance, soit c'est qu'on anticipe parce qu'on la connaît. Et donc, j'ai l'impression, quand je joue ma musique, que je suis pas le mieux placé pour déterminer le bon niveau. Mais bon, Vivian, Je pars du principe que j'ai pas imposé ma vision ou quoi que ce soit et que c'est une question de cohérence avec soi-même. Si on met des bouchons, tant mieux, et sinon, tant pis. Je me vais pas imposer, tiens, je fais mon truc, tu mets pas de bouchons, t'en mets. Je pense que tant qu'on est en accord avec soi-même et sa façon d'écouter le son, c'est bien. parce qu'il y avait cette légende aussi de White House qui fermait à clé les salles de concert, les gens ne pouvaient pas sortir. Je sais pas si ça avait vraiment eu lieu. Paul, Non, mais je dis pas que c'est pas permis. Moi, je l'ai fait d'ailleurs. Surtout après The Swans, il fallait que je les mette pour Low, qui c'est très quiet comme concert, parce que j'ai eu quelques problèmes après. Mais tout ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui mérite la réflexion.
l'utilisation et le fait que ça soit, ça soit devenu respectable et normal. Pali, toi, tu as eu des expériences par rapport à ça ou Ouais, enfin, oui, comme tout le monde. Après, moi, ce que je voulais dire, c'est que Paul dit on fait attention, on joue pas trop longtemps, on veut pas endommager les oreilles de notre public. Et je pense qu'à quelques exceptions près, on peut quand même faire pas mal confiance à beaucoup de musiciens sur cette conscience-là de jusqu'où ils peuvent effectivement aller. Après, il y en a qui ont aussi les oreilles abîmées, qui se rendent pas compte. Enfin, ça existe, mais pour positiver un petit peu le truc des bouchons d'oreille aussi, on peut faire confiance au public, quoi. Et le public, ce qu'il peut faire aussi avec des bouchons d'oreille, c'est filtrer et jouer avec et les mettre de manière différente ou faire comme ça avec ses oreilles. Il se réapproprie son écoute par des gestes qui sont très bêtes ou des fois très intéressants. Je ne sais pas si on prend de la musique comme celle de Ryoji Ikeda, par exemple, ça joue vraiment sur le fait qu'il faut se déplacer, il faut bouger la tête, il faut travailler le son au niveau des oreilles pour s'apercevoir de ce qui se joue en microtonalité entre les deux oreilles, etc. Donc il y en a qui jouent sur des effets psychoacoustiques, mais aussi complètement bioacoustiques de ce qui se passe dans les oreilles. Et en fait, avec des bouchons d'oreille, on se protège, mais je me dis que ça peut être aussi un truc avec lequel on joue, quoi. Enfin, en tout cas, moi, quand j'en mets, c'est parce que souvent, c'est pas parce que je fais pas confiance aux musiciens, c'est parce que j'enchaîne plusieurs concerts ou que je suis sur un truc de festival ou que, enfin voilà, et je sais que je pourrais écouter trop de trucs trop longtemps et qu'il faut que je fasse attention, donc j'en mets, mais en général, je les mets de manière à ce que ça filtre en fonction. Enfin, c'est un truc qui est réglable en fait, quoi. Donc voilà. D'accord. C'est vrai qu'on a pris l'exemple de Karkovsky qui aussi avait fait avec Toplitz le Dépeupleur où le concept c'était de jouer très très fort et le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la salle. C'est toujours une espèce d'équilibre un peu difficile. C'est-à-dire que soit on a la position, on va vous en mettre plein la gueule pour que vous souffriez, soit non, faites-nous confiance, on est dans et essayez d'en jouir. Est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie qui est aussi je sais pas, une esthétique déceptive du bruit qui serait l'enjeu c'est pas d'en jouir, l'enjeu c'est pas d'avoir mal, ce qui est toujours l'espèce d'alternative sur laquelle on a balancé aussi hier. Mais l'enjeu, c'est simplement de s'ouvrir une expérience qui décentre, qui nous met finalement à l'épreuve, un petit peu comme une ordalie où voilà, on y va pour recevoir une épreuve sans forcément être dans un rapport binaire fais-moi plaisir, fais-moi mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... J'accepte complètement ton propos. Y a pas, pour moi, il n'y a pas forcément fais-moi plaisir, fais-moi mal dans un concert. Ce que je veux dire, c'est que la pratique du harsh noise, il y a énormément de projets différents, ça plaît ou ça plaît pas. Donc, si ça te plaît pas, tu sors. C'est comme, tu vois, il faut aussi, on n'est pas là, tiens, je vais faire du harsh noise, je vais m'écouter ça, tiens, ça, je trouve ça nul, je reste quand même parce que c'est super fort. Non, il y a des choses qu'on n'aime pas parce que c'est des sons aussi qui peuvent ne pas nous toucher. Enfin, il y a aussi un côté, pas uniquement être là pour s'en prendre plein la gueule. Enfin, on a quand même une expérience, on a quand même un côté critique aussi de tout ce qui peut être joué, etc. Il y a surtout une recherche, je pense, d'authenticité. C'est avant tout cela. Ce que je veux dire, c'est qu'on est habitué à jouer parfois dans d'excellentes conditions, comme hier soir aux Instants Chavirés, où on sait qu'il y a une super sono, il y a une organisation impeccable qui va vraiment être là pour nous, mais on est habitué à jouer sur un ampli de 30 watts dégueu dans une cave, sur des squats de sono toutes pourries qui ont l'habitude de jouer de la techno. Enfin, tu vois, le noise, il faut aussi bien comprendre qu'on n'est pas cadré dans des salles de concert, Élysée-Montmartre, le limiteur, le compresseur, on joue n'importe où. On joue là où on peut. On est plus dans les squats que dans les salles de concert. Donc, il y a du son, il n'y a pas de son, tu te démerdes, quoi. Tu te démerdes, tu fais passer ton truc. Tu t'es avec ton matos, tu as un ampli de 30 watts dégueu qui va cracher dès que tu touches quoi que ce soit.
mais tu te démerdes, essaie d'être là, essaie de cracher ton truc, enfin, tu vois, de palpiter, d'avoir quelque chose qui se passe. Parce que si tu dis, ah ouais, bon, rien à foutre, là, ça va pas du tout, bon, bah, non, on est là quand même pour avoir on reprend sur ce mot, mais le terme est juste pour cette conférence, enfin, c'est une expérience. Donc le son, voilà, si c'est trop fort, après les bouchons d'oreille, moi par exemple je suis sourd, mais on s'en fout, enfin, voilà. Voilà. Il faut mettre vachement aussi la pratique du harsh noise, parce que là on a l'impression quand même qu'on est dans un cadre très propre, très sympa. Oui, alors on va mettre au maximum, vous allez voir, on va avoir le mur de son, ça va être magnifique, cristallin, wouh. Mais non, pas du tout, du tout, du tout, quoi. Tu joues avec une sono de merde qui est prêtée avec 3 amplis, et puis merde, quoi. Ouais. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'on on a eu une intervention hier qui avait fait une espèce de questionnaire sur des amateurs de harsh noise. Et moi j'ai été marqué par la positivation quasiment audiophile de ces auditeurs qui parlaient de raffinement, de trucs, avec le niveau qui va bien. À la maison j'écoute avec trucs. Et je me dis, mais est-ce qu'on perd pas finalement quelque chose d'essentiel dans le genre de musique qui est un petit peu ce que tu viens de décrire, c'est que ça doit passer quoi, ça doit passer quoi qu'il arrive, quoi. Je pense vraiment que tu as les deux. Tu as à la fois un vécu animal ou très, très pré-langage, mais il y a aussi après la musique brutiste, la musique harsh noise, elle a un grand passé. Hein, on va pas refaire l'histoire de la musique harsh noise. Enfin, il y a quand même des grands marques. Elle vient pas juste comme ça des années 80. Enfin, le russolo, le bruitisme, et puis ensuite le minimalisme américain, les compositeurs new-yorkais, Cage, Tudor, etc. L'improvisation européenne avec Derek Bailey, Lou Reed qui sort quand même son musique Metal Machine. Enfin, il y a quand même une culture qui ensuite s'est régénérée par l'industriel européen, mais aussi par le côté du noise japonais, qui était à ce moment-là, alors là vraiment un grand défouloir qui portait moins de messages politiques qu'on a pu l'avoir en Europe. Il y a un côté aussi très destructeur américain. Enfin, tu vois, il y a une grande culture. Donc à partir du moment où aussi on est dans une écoute du harsh noise, par l'iconographie qui va être portée et qui va être extrêmement vaste, et par les citations qui vont être rapprochées par cette musique, on va avoir un accès à une culture, bon, je ne vais pas forcément dire déviante ou décadente, parce que ça serait réducteur, mais on est dans un... Même si c'est une niche et que l'écoute est très peut-être particulière, on est quand même dans un champ artistique, excusez-moi pour employer le mot, mais très large. Tu vois, donc ensuite, tu mets un doigt dans un engrenage et puis il se passe quelque chose. Donc tu peux te prendre le truc du harsh noise en concert, tu découvres ça et ça fait quelque chose. Mais si après tu commences un petit peu à creuser, il va y avoir de la matière. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi un côté très analytique, de stratification, d'où ça vient, avec qui il a travaillé, quel label. Enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté comme ça, comme toute musique expérimentale de niche, un petit peu centrée, un petit peu comme ça, un peu hardcore, où tu vas être intéressé, tu vas t'intéresser, et découvrir. C'est une espèce de boule de neige après. Pali, tu veux... Ouais, moi je voulais enchaîner un peu là-dessus. Aussi décevant que ça pourrait peut-être paraître, vu de l'extérieur, où on regarde la scène noise, harsh noise, en se disant, oh, voilà des gens qui ont des pratiques super bizarres, les sociologues foncent, etc. Et en fait, non, c'est de la musique. Et aussi décevant que ça puisse paraître, c'est des enjeux de musique aussi dedans. C'est des gens qui se prennent la tête entre quel disque est mieux produit et quel geste est le plus intéressant, etc. Et dedans, il y a du geste, il y a de la construction, il y a plein de choses. Donc il y a du pré-langage, mais on pourrait parler de ça dans plein d'émotions par rapport à plein de musique. Mais il y a du langage aussi, il y en a plein. Et il y a des enjeux qui sont des enjeux de musiciens,
et qui sont nuls comme des enjeux de musicien. Savoir c'est quoi que tu utilises, comment tu fais ça, j'aime bien ta manière de faire des ruptures, etc. etc. quoi. Il y a aussi ça, même si le volume a monté, on est quand même dans ces enjeux-là, avec évidemment des résonances avec une autre culture, avec une autre histoire politique, avec plein de choses, plein de références différentes. Donc c'est pas exactement les mêmes enjeux et exactement le même vocabulaire qui est utilisé que des musiciens de jazz, et c'est heureux. Donc c'est d'autres discussions, mais c'est bien de la musique avec des enjeux de musiciens, quoi. Mais dans le bruit, il y a peut-être aussi quelque chose d'intéressant, c'est que l'erreur, la défaillance, on en parlait beaucoup avec Paul, hein, l'insuffisance, l'erreur, la défaillance, enfin, tout ça, c'est aussi un côté qui est complètement accepté. Il n'y a pas de réussite possible. Enfin, dans le Arch Noise, il n'y a pas la réussite. Enfin, tu vois, il n'y a pas une réussite possible. On est plutôt aussi voilà, sur cet aspect-là des choses d'erreur ou voilà, qui peuvent être aussi considérées comme quelque chose de tout à fait valable. Vivian, tu te présentes, écoute la merde, bruit, Bourg-en-Bresse. Donc le vocable musical passe à la trappe. Voilà, je veux dire, tous ces verbiages là autour de bruit, d'expérience, de machin, moi c'est des choses de noise, des choses qui me font chier. Et je pense que il faut y arrêter un moment tous ces trucs là et se dire voilà, remettre les choses à terre, c'est du bruit et voilà, c'est tout. Pas dire arch noise, wall, arch noise, machin truc. Non, c'est du bruit. Enfin, il faut remettre les choses à terre à un moment. Voilà, je pense que c'est important d'en revenir au côté, comme tu parlais, authentique et brut, et pas se prendre la tête à essayer de monter dans des envolées lyriques. Voilà, je pense que c'est important. Donc en fait, essayer de trouver quelque chose de radical. Parce que hier, on a eu tout un panel sur le bruit, la musique, machin. Et finalement, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a dit oui, mais c'est en fonction du contexte, et le bruit est toujours contextuel et relatif, on n'a pas plus avancé que quand on dit l'art contemporain, c'est ce qui est considéré comme... Ou l'art, c'est ce qui est considéré comme tel par un groupe de personnes données, qui est la définition de Marcel Mauss. Et une fois qu'on est dans la définition relativiste, finalement, on a tout dit, on n'a rien dit. Alors, Vivian, du coup, il faut retourner au bruit. Comment toi, tu le circonscris? Comment tu dis ça, je vais faire du bruit, ça, je vais pas le faire. C'est une espèce d'amalgame d'intensité, de son inharmonique. Voilà. C'est plutôt une cohérence avec soi-même. Je pense qu'on peut pas se mentir à soi-même. Voilà, comment soit on considère la chose. Je vais pas classifier, dire Romain il fait du bruit, Non, c'est pas mon travail. Moi, c'est ce que j'essaye quand je joue. Et c'est pas ce que je fais à l'hôpital, c'est deux choses dissociées. Mais voilà, je me dis, moi, ce que j'essaie de faire, c'est du bruit et pas du noise. Mais je vais pas classifier les gens et mettre dans des cases. Mais ça, c'est un problème des musiques de frange. Je pense, Jean-François, tu dois avoir dans ta liste de programmation autant de genres que tu as de groupes, quasiment. Oui, effectivement, ouais, les genres, sous-genres, catégories ou non-catégories, je sais pas. Là, on parle beaucoup du harsh noise. Bon, effectivement, mais pour moi, encore une fois, là, le bruit, c'est pas que ça. Même si y a plein de... Enfin, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Vivian. Et là, pour le coup, parce qu'on a accueilli aux Instants Chavirés à 2 ou 3 reprises le Harsh Noise Ball Festival. Et chose dont on n'a pas parlé aussi, mais il y a le côté aussi punk, social, enfin je sais pas, du côté on fait tous la même chose aussi, on est tous pareils. Et on peut tous le faire aussi. Enfin, je veux dire, de la même manière, j'étais pas né, mais j'imagine qu'en 77, tu prenais une guitare, une batterie sans répéter, tu faisais un groupe de punk, tout le monde pouvait le faire. Et là, tu prends une table de mixage à la con et 2 pédales d'effet et tu fais ton mur de bruit, tu peux le faire. Donc, tous ces côtés sociaux, non spécialistes, non virtuoses surtout. Pour moi, ce côté social est hyper important de l'Arch Noise Ball. Voilà, c'était quoi la question? Non, mais non, c'était sur les sous-genres. Surtout, oui, sur les genres, les sous-genres. Alors, effectivement, aux Instants Chavirés, le bruit est extrêmement présent, sous toutes ses formes. Pas forcément dans les volumes extrêmes. Hein. Tout à l'heure, je parlais de Sophie Agnel qui peut faire qui fait du bruit à bas volume avec son piano. Enfin, des fois, sans voix grave, hein, mais ou d'autres choses avec des instruments acoustiques classiques. Oui, alors oui, mon boulot, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur une année de programmation, on va dire, parce que on travaille à l'année principalement, c'est-à-dire qu'on a des périodes plus événementielles ou plus centrées sur certaines choses, mais
voilà, c'est de rendre compte peut-être de tout ça, toutes ces niches. Encore une fois, j'aime pas ce mot-là, mais il est assez juste. C'est catégorie, sous-catégorie, sous-genre, donc noise, harsh noise, rock noise. Moi, je viens plus de là d'ailleurs. Rock noise, musique improvisée, toutes ces musiques en marge. Et il se trouve que ces musiques en marge sont proches du bruit, quoi. Enfin, du bruit ou après des termes plus techniques, j'en sais rien. On parlait d'harmonie. Parce que voilà, le bruit et le volume, je me souviens avoir vu des groupes de pop dans des pubs anglais qui jouaient à Burn, quoi. Enfin, qui étaient plus douloureux qu'hier. Hier, je trouvais ça plutôt confortable comme soirée. Enfin, c'était pas. C'était confortable au niveau des. Enfin, j'ai pas mis de bouchon pour le coup, après c'est subjectif, hein, mais. Qui jouait vraiment à Burn, où je me suis tapé les acouphènes. On parlait d'acouphènes tout à l'heure. Je me suis tapé un acouphène pendant 6 mois, suite à un coup de caisse claire acoustique. Hein. Enfin, voilà, après, il y a tous ces trucs d'accidents sonores, d'anticipation. Donc voilà, mon travail, moi, j'essaie sur un volume de 60 productions à l'année voilà, de rendre compte de toutes ces franges, enfin du maximum avec mon côté subjectif. Hein, je c'est pas du tout exhaustif. Je passe à côté des trucs, je connais pas tout. Je lis pas le Wire du début à la fin. Voilà, c'est subjectif, hein, avec mon histoire et celle des instants, de rendre compte et de ce bruit électronique et de ce bruit qui vient du rock, qui découle du free jazz, qui découle de la musique contemporaine, des formes d'électroacoustique écrites, présentées différemment, sur les formes de concert pas forcément frontales, enfin, toutes ces choses qui m'intéressent et qui intéressent les instants et son public, je pense. Voilà. Très bien, merci. Avant de prendre des questions, vous voulez ajouter quelque chose? On n'a plus beaucoup de temps, sinon je vais aller faire un tour dans le public, un peu comme Philippe Risoli. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ah, le jeune homme en bleu, bonjour. Bonjour, merci de me laisser la parole. J'avais juste une question, pour moi ça rejoint pas mal de choses, mais sur ce que disait Romain, ce que tu disais par rapport au bien-être. Et c'est juste basé sur une remarque extrêmement localisée, parce que c'est seulement aux instants. Et moi, je connais vraiment très peu de choses à la musique noise. Et puis en plus, enfin, par ailleurs, je m'en branle des catégories et compagnie, quoi. Mais je suis venu 3 fois aux instants. Et il y a un truc qui m'a marqué. Du coup, je regarde un peu les gens comme si j'étais un extraterrestre, que je ne suis pas, mais en me disant c'est quoi ces types bizarres qui font des trucs bizarres. Et je me suis dit, putain, c'est marrant, mais je trouve qu'il y a des façons de se comporter physiquement des gens, du public et des icônes qui est particulière, et que notamment, il y a assez peu d'expression des icônes dans l'expérience que j'ai eue. Hein, je dis 3 trucs, donc, enfin, ou 4 avec hier soir, quoi. Et par exemple, aux instants, j'ai jamais vu en fait les musiciens genre remercier après le concert. Ou hier, par exemple, enfin si, Vivian hier qui s'est putain, c'est marrant. Mais par exemple, après le concert de Pali, c'était toujours dans le noir, donc du coup, on n'a pas pu voir ce qu'il faisait, comme si c'était, je sais pas, genre un peu exhibitionniste que de remercier. Du coup, je me dis, par rapport au bien-être, c'est marrant parce qu'il n'y a pas vraiment d'expression, ou alors cette expression, elle est codée, genre, j'avais dû voir un truc qui devait être du harsh noise ou un truc super bourrin, ou je sais pas quoi, et je me disais qu'il se passe, je comprends rien, il n'y a pas de changement et tout. Je voyais les gens, ils étaient tous en train d'avoir le visage complètement fixe, etc. Et puis après, à la fin du morceau qui s'arrête, je sais pas pourquoi, tout le monde se met à applaudir, genre waouh, machin. Enfin, j'ai du mal à comprendre, quoi, comme si en fait aussi, même si je dis pas que c'est pas un truc authentique et tout, c'est quand même, j'ai trouvé ça ultra blindé de code, quoi. Alors, excuse-moi, c'est une question avec plein de trucs en même temps. Non, mais alors, blindé de code, le problème c'est que quand tu fais partie du truc depuis longtemps, il y a forcément des codes comme j'imagine partout, mais enfin ça, c'est une question que j'ai du mal peut-être à répondre. Ensuite, sur toi, la façon dont tu vois le public dans cette non-réaction, en fait, ce dont tu parles, en fait, ce que je comprends à travers ta question, c'est que si les gens étaient vraiment en train d'aimer, de kiffer le noise qu'ils étaient en train d'écouter, ils seraient là dans une capacité à avoir un sourire épanoui et béat, le point, etc. Ce qui existe.
Ce qui existe. Il n'y a aucun problème avec ça. Surtout dans l'Arch Noise très dynamique des Japonais, par exemple, les concerts aujourd'hui d'Incapacitants ou des Icho Kaidan, etc., rameutent une foule extrêmement nerveuse et joviale et qui sont le bras levé. On a l'impression plutôt d'être un concert de hardcore, etc. Ensuite, il va falloir faire. Alors, ça, je te réponds de ma perception, et qui n'est pas vraiment du tout partagée par beaucoup de gens, mais je la dis quand même, c'est qu'il y a eu un moment en fait où il y a eu un engouement pour le harsh noise aux États-Unis au début des années 2000, etc. Et le harsh noise, il y a eu un côté très festif qui s'est installé dans le harsh noise. Et c'est vrai qu'il y a eu un côté comme ça où on a pu voir certains concerts où les gens étaient comme dans un concert pop en fait. Alors voilà, c'est vrai que moi je vis plus un concert de harsh noise dans une intériorité plutôt que dans une extériorité, à me livrer, à commencer à sautiller, à aller draguer à droite à gauche. Ouh, c'est trop cool, putain. Non. Voilà, c'est vrai que alors peut-être que c'est un code, c'est peut-être aussi du snobisme. Il ne faut pas oublier qu'on est à Paris, on est super snob à Paris, on est quand même super dans la retenue. C'est un côté qu'il ne faut pas nier, qui existe peut-être plus à Paris aussi qu'en province. Hein. Ça bouge aussi beaucoup plus en squat en province. Il y a quand même plus parfois de public hardcore qui bouge parfois un petit peu plus, qui peut avoir des mouvements plus physiques. Donc oui, il y a des codes, mais ensuite, bon, chacun la vie. Mais ok, on n'est pas ultra festif. On est d'accord. On est dans le harsh noise. On est d'accord. Paul, tu veux? Par contre, ça m'a beaucoup ému la première fois que j'étais allé voir Wolf Eyes et aussi Prurient. C'était à Stockholm, Festival No Fun, parce que moi j'avais l'habitude, surtout de faire partie d'un public qui fait toujours, je vais vous montrer comment écouter la harsh noise. L'important, c'est ça. Mais par contre, j'étais allé voir Wolf Eyes et tout le monde s'amusait. Ah, c'est possible de faire cela. Donc, d'un côté, il y a quelque chose de différent qui se produit lors d'un concert bruit, mais de l'autre, c'est un concert. Et voilà. Et moi, je suis un peu partagé entre ces deux directions. Mais ce que je veux dire, un peu comme réponse à la question, c'est que lorsqu'on est dans la présence de quelque chose de noise ou de bruit, c'est une réduction, c'est une concentration, justement comme l'a dit Marcel Mauss, phénomène social total. C'est comme l'art conceptuel. On a tout enlevé, c'est un art d'enlèvement et on réduit à une essence, mais c'est peut-être une essence qui disparaît, mais c'est une essence, ça ressemble beaucoup aux autres genres, la pratique, l'expérience et tout. Mais quand même, il y a cette réduction. Voilà. On a d'autres questions? Oui? Non? Ne soyez pas timide. Non? Bon. Eh ben on est... le petit garçon en bleu. C'est un bon client. Ouais, c'est juste pour... c'est pas vraiment une question très précise, mais c'est pour revenir aussi sur l'idée de... Pas forcément de musique, mais de pratique, on va dire. C'est plutôt pour toi, Vivian, en fait, dans ton concert, en fait, je trouvais qu'il y avait... à la fois, c'était, comme tu dis, c'était clairement c'était du bruit, quoi. Et en même temps, je trouve qu'il y a un truc interne, il y a une pratique de ce bruit-là, quoi. Il y a quelque chose où tu fais du bruit, mais tu fais du bruit à ta façon, quoi. Je sais pas comment du coup, c'est une question pour toi et un petit peu pour tout le monde, quoi. C'est comment vous vivez comment on peut parler de sa façon de faire du bruit, ou comment vous le vivez, ou comment ça a évolué progressivement en pratiquant. Avec plus une question subsidiaire, comment vous faites pour pratiquer, quoi. Vu le volume, quoi. Bon, je pense que c'est plus simple que pour un groupe de rock. Hein. Pour répéter, répéter. Donc pour te répondre, moi en tout cas comme je vis les choses, c'est que c'est une soupape de sécurité, quoi. Avec tout ce qu'on prend dans la gueule tous les jours entre le boulot, la pression, les machins, la société, il faut un endroit où on déverse tout ça et puis voilà, il y a le lâcher prise et puis on y va, on rentre dedans et on régresse à un niveau. Il faut que ça soit instinctif, que ça vienne des tripes et voilà. C'est pas fait exprès. C'est la soupape de sécurité pour évacuer tous ces trucs-là et puis pouvoir continuer à compenser, à avoir une vie socialement acceptable et remplir les exigences qui me sont demandées. Est-ce que t'as pas quand même ta propre façon de le faire, quoi? Enfin, un truc qui vient
Moi j'y prends comme ça vient, c'est avec du matos pourri, des trucs de récupération, des trucs, je fais avec ce que j'ai trouvé. Je vais pas acheter du matos, me dire tiens, il me faudrait tel truc, machin, je fais avec les moyens du bord et voilà. C'est purement instinctif et rien n'est travaillé quoi. Voilà, j'y prends comme ça vient sur le moment. Je prévois surtout rien. D'accepter aussi que ça se passe, d'accepter le côté aléatoire et d'improviser jusqu'au bout quoi. De rien prévoir et de dire voilà ça peut merder, ça peut. Voilà, il n'y a rien de préparé quoi. Mais après, c'est clairement une musique avec ses auteurs et avec ses gestuels et ses styles. Enfin, je veux dire, ses styles personnels de gens qui travaillent différemment. Je pense qu'il n'y a aucun style de musique, quel qu'il soit, où on fait du bruit générique, quoi. Sinon, bah, on met un générateur de bruit et puis on se pose devant et en fait, on s'ennuie très vite. Donc, il y a un geste musical qui va se poser là-dessus, qui va commencer à travailler dedans. Et Vivian, il a son truc à lui, évidemment, quoi. Désolé, j'ai les trains, puis il y a peut-être des grèves. On va bouger aussi, de toute façon, on a fini. Merci à Vivian qui part. Et merci à Romain Perrault, Paul Egarty, Jean-François Pichard et Pali Meursault.